L'histoire commence dans un moment de pure agonie et de souffrance. Il se présente donc comme un joueur rookie sans classe, Léo, au milieu de plusieurs corps. Le garçon dit que son équipe a été complètement anéantie et il sait très bien pourquoi. Il s'avère que soudain, d'innombrables écrans d'alerte rouge ont commencé à apparaître partout. Sur ce, le garçon à lunettes était complètement choqué de ne pas comprendre ce qui se passait. Peu de temps après, il rencontre une créature bizarre avec plusieurs bras qui en sortent. Le système ne reconnaît pas le monstre et l'alerte comme une menace d'identité inconnue. Le récit dit que cette rencontre changerait leur destin alors que nous voyons une ville attaquée. On explique qu'un jeu a fusionné avec le monde réel et qu'il existe maintenant des donjons et des joueurs. L'histoire remonte ensuite 2 heures en arrière dans une zone inhabitable qui est complètement détruite. Là, un groupe d'explorateurs chasse des monstres pendant que le chef leur crie dessus pour des bonus. L'un des gars crie au jeune homme à lunettes de ne pas se laisser distancer et il s'exécute aussitôt. Après avoir terminé la chasse, le chef de groupe félicite tout le monde pour le travail accompli. À ce stade, le chef se présente comme Lucas, un juriste de rang B avec un air très arrogant. Lucas demande à notre protagoniste quelle est la situation actuelle et il répond qu'elle est idéale. Le garçon montre ensuite une carte et dit que la zone a des monstres faibles et de nombreuses ressources pour eux. Avec un sourire sur son visage, Lucas décide d'aller dans la zone centrale et de nettoyer le donjon une fois pour toutes. Cette idée effraie le garçon à lunettes car il sait qu'y aller, c'est pratiquement demander à mourir. Mais le chef blond ignore sa peur et ordonne au garçon de les guider immédiatement vers l'endroit. Désespéré, Léo crie que ce n'est pas un donjon commun et qu'avec de vieilles informations, il est impossible de gagner. Le jeune homme essaie de faire valoir qu'il devrait d'abord collecter des données sur les monstres, mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, le garçon a été violemment rejeté en arrière. Immédiatement, le protagoniste est attrapé par le cou et commence à manquer d'air. Le responsable en est Lucas qui le soulève du sol sans aucune difficulté. Avec un regard mauvais, le chef lui dit de se taire et de faire son travail inutile. Incapable de respirer correctement, le garçon à lunettes implore le pardon avec terreur. Et le blond le jette au sol en disant qu'il n'est là que parce qu'il est bon pour s'enfuir. Le garçon accepte à contre-cœur d'y aller, mais prévoit de s'enfuir à la première occasion. Le chef le menace ensuite en lui disant qu'il est inutile s'il ne les guide pas vers le centre avec l'épée à son cou. Le garçon s'empresse de dire qu'il ne manigance rien. La situation de notre protagoniste n'est pas bonne du tout car le chef semble assez en colère. Puis Lucas regarde sa main avec dégoût comme s'il s'était souillé en touchant le garçon. Pendant que les autres se moquent de lui, Léo pense qu'il doit trouver un moyen de s'échapper de là. Sans choix, le groupe avance et arrive finalement à la zone centrale, tout en ruine. Le blond regarde autour de lui et commente qu'il ne voit aucune différence avec la zone précédente. Notre héros pense que le chef est un idiot car c'est un nid de monstres et prévoit de s'échapper. Soudain, un monstre de rang B apparaît au sommet d'un bâtiment, attirant l'attention. Ensuite, plusieurs autres monstres identiques apparaissent, formant une horde gigantesque, mais le chef n'a pas peur et, avec un sourire confiant, prépare une attaque de feu. Il dit que ce ne sont que des monstres de rang B et lance une boule de feu pour une victoire facile. L'attaque impressionne le garçon qui reconnaît la force d'un juriste de rang B presque à un niveau. Avec un regard envieux, il souhaite avoir le même pouvoir pour ne plus être traité comme un déchet. De façon inattendue, sa capacité de détection s'active et une aura bleue l'entoure, le laissant confus. Ensuite, le jeune homme sent qu'un monstre très puissant approche rapidement de l'endroit. Il essaie de prévenir du danger imminent, mais le chef l'ignore parce qu'il est un joueur sans classe. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, le sol sous ses pieds a commencé à trembler et à se fissurer. Les autres membres du groupe regardent les fissures dans le sol avec crainte, ne comprenant rien. Soudain, le sol s'effondre complètement et tout le monde est projeté dans les airs au milieu des débris. Il tombe dans une grotte souterraine et le blond furieux accuse le garçon d'avoir tendu un piège dans l'obscurité. L'un des explorateurs pointe une créature sombre effrayante. Le protagoniste panique parce que sa capacité de détection a tout simplement cessé de fonctionner. Lucas s'approche du garçon allongé sur le sol et dit qu'il réglera ses comptes avec lui plus tard. La créature se révèle alors et demande si les humains veulent jouer avec elle sur un ton sinistre. Un écran de mission apparaît avec l'objectif d'éliminer le monstre pour obtenir un trésor secret. Avec un sourire maléfique, le chef se prépare à réduire la créature en cendres avec son feu. Observant la scène, notre héros est choqué par la folie et l'arrogance totale de son chef. L'attaque de feu semble atteindre sa cible, mais le monstre disparaît simplement au dernier moment. La blonde dit qu'elle est toujours à proximité et ordonne à tout le monde d'être en alerte pour une nouvelle attaque. Puis la créature apparaît du plafond et avance contre le groupe en traitant tout le monde de mal. Sans hésitation, l'un des guerriers avance avec son épée en criant pour que personne ne recule dans le combat. La créature bizarre attaque le groupe avec ses bras et demande s'ils veulent jouer un peu. Le monstre se déplace avec une vitesse incroyable et semble apprécier le massacre, recevant même une attaque directe. La créature ne semble ressentir aucune douleur. En un clin d'œil, tout le monde est vaincu et le garçon est choqué par le résultat. Le garçon essaie de rechercher des informations sur le monstre, mais le système n'a aucune donnée à son sujet. Avant qu'il ne puisse réagir, le monstre le frappe avec un coup de poing puissant et le jette au loin.
Le jeune homme heurte violemment un mur et tombe au sol complètement épuisé. La créature se tourne alors vers le protagoniste qui est le seul encore conscient. Avec un regard effrayant, le monstre se lèche le doigt et dit qu'il sent une odeur familière venant de lui. Cela laisse notre héros complètement terrifié sans comprendre ce qu'elle veut dire par là. La créature s'approche de lui et l'appelle papa, laissant le garçon encore plus confus. Le garçon à lunettes est en état de choc total face à la situation bizarre qui se déroule. Dans son esprit, il nie la possibilité d'avoir une fille de cette taille car cela n'a pas de sens. Mais la créature semble heureuse de l'avoir trouvée et cela fait penser le jeune homme à quelque chose. Avec un sourire sur son visage, le protagoniste se rend compte qu'il a peut-être trouvé un moyen de sortir de cette situation. La prétendue fille l'invite à rentrer à la maison avec une bouche énorme et effrayante. Les mains de la créature commencent à l'attraper et il se demande comment les choses en sont arrivées là. Le garçon essaie de se libérer et crie pour qu'elle l'écoute et arrête toute cette folie, mais il est entraîné dans la bouche de la créature et accepte que ce sera sa fin. Cependant, il finit par tomber dans un endroit étrange et débloque une classe de gardien secret. Soudain, notre protagoniste ouvre les yeux complètement confus par la situation. Il regarde sa main et se demande s'il a été dévoré il y a quelques instants. Assis sur un canapé, le garçon réalise avec soulagement qu'il n'est pas mort et qu'il est entier. Quand il se lève, le jeune homme reconnaît que l'endroit est son ancienne maison d'il y a 10 ans. À la télévision, un journaliste annonce que nous sommes le 30 janvier de l'an février. Avec ça, il comprend qu'il est revenu 5 heures en arrière, avant que le monde ne change à jamais. Le garçon se demande alors s'il a la possibilité de recommencer sa vie. Super excité, le garçon célèbre car maintenant il pourrait avoir une vie parfaite. Mais sa joie est de courte durée car la créature bizarre apparaît juste derrière lui en l'appelant. Le monstre dit que son ventre est vide et le protagoniste ne comprend rien. Complètement terrifié, le garçon ne peut pas comprendre sa présence chez lui. La prétendue fille dit qu'elle sent son papa et s'approche lentement de lui. Avec des gouttes de sueur coulant sur son visage, il réalise avec effroi qu'il va être dévoré à nouveau. Puis la fille monstre le ramasse et le lèche en disant qu'il a bon goût. Elle le tient dans sa main et demande ce qu'il y a pour le dîner parce que Suzuko a faim. Le garçon est paralysé par sa demande et ne sait pas comment réagir à cette situation. Paniqué, il court et lui dit de se calmer car il va préparer quelque chose à manger. Puis le jeune homme apparaît avec une montagne de seaux de poulet frit pour la fille. Avec un sourire nerveux, il dit que tout ceci est pour Suzuko, sa supposée fille. La fille monstre est très heureuse et le serre affectueusement dans ses bras en regardant la nourriture. La fille monstre le serre fort dans ses bras et dit qu'elle l'aime beaucoup, le laissant très effrayé. Avec un sourire forcé, le garçon se demande si tout ceci n'est qu'une grosse hallucination. Puis la supposée fille commence à dévorer les morceaux de poulet avec une vitesse incroyable. Elle semble vraiment apprécier la nourriture et la mange sans s'arrêter une seconde. Pendant qu'elle est distraite, le protagoniste en profite pour vérifier son écran de statut. À sa surprise, il réalise qu'il a maintenant une classe de joueurs unique. Sa classe est gardien de la terreur et il peut garder des monstres et acquérir leurs compétences. Le garçon est choqué de voir que Suzuko est de rang B même si elle est dans une forme imparfaite. Avec ça, il se demande si avec son aide, il serait capable de contrôler d'autres boss de donjon. Mais une alerte de faim apparaît et le système avertit qu'elle peut dévorer n'importe quel être vivant. La condition de faim persistante la frappe et le garçon n'arrive pas à croire qu'elle veut encore manger. Pour la calmer, il décide de caresser la tête de la fille monstre géante. Le jeune homme dit à Suzuko que parfois il faut être un peu patient dans la vie. Avec un sourire étrange, il promet qu'il la laissera manger autant qu'elle voudra plus tard. Son plan est simple, agir comme un bon père pour qu'elle puisse l'aider à nettoyer les donjons. Alors qu'il lui caresse la tête, la fille semble avoir une réaction très inattendue. L'expression de la supposée fille change et le protagoniste ne comprend pas ce qui s'est passé. Soudain, elle devient super heureuse et le serre dans ses bras avec une force absurde en promettant d'être sage. L'étreinte est si forte que le garçon commence à manquer de souffle et lui demande de le lâcher de façon inattendue. Un reportage d'actualité à la télévision capte leur attention. La diffusion télévisée s'interrompt soudainement et le protagoniste est choqué par l'interférence. Il court désespérément vers la fenêtre pour voir ce qui se passe dehors. Avec une expression d'effroi, le garçon réalise que les donjons sont apparus plus tôt que prévu. Dans le ciel, une structure verte géante apparaît au-dessus de la ville, changeant tout l'avenir. Sans avertissement, une masse verte avec de multiples yeux apparaît à l'intérieur de votre appartement. Le système avertit que la forêt noire est apparue et la créature hurle d'une manière effrayante. Le garçon tombe au sol terrifié alors qu'une fumée verte commence à envahir la pièce. Voyant son papa en danger, Suzuko se met en colère et traite la créature de vermine. Avec un regard furieux, la fille monstre dit à la créature verte de partir immédiatement. Elle attaque ensuite les yeux massifs et le système avertit qu'il a été libéré du contrôle. La supposée fille le soulève dans les airs avec un sourire victorieux en disant que papa est à elle, complètement désespéré. Le garçon hurle pour qu'elle le repose immédiatement. La fille le lâche et demande s'il est temps de manger et il dit qu'il va préparer quelque chose. Maintenant plus calme, la géante demande à son père ce qu'était cette chose étrange d'avant. Le jeune homme touche son visage sentant encore les effets de l'attaque et se demande ce que c'était.
Une alerte vous avertit que la malédiction de la forêt noire a été activée et que son niveau a augmenté. Il ne comprend pas ce que signifie la malédiction et un avertissement apparaît pour expliquer la situation. S'il ne nettoie pas la forêt dans 72 heures, il y sera piégé pour toujours. Puis des vignes vertes jaillissent du sol et attaquent les deux sans aucun avertissement. Mais la fille monstre n'a pas peur et déchire les vignes avec un sourire maléfique. Le système avertit que Suzuko a acquis une nouvelle capacité en consommant le monstre végétal. Avec un puissant coup de poing au sol, la fille détruit complètement les vignes restantes. Le garçon réalise qu'il peut satisfaire sa faim en lui donnant d'autres monstres, mais il se souvient vite de la malédiction et qu'il doit trouver un moyen de sortir de là. Le jeune homme pense que dans sa vie passée, il était dans une autre ville quand tout a commencé. La seule différence est que maintenant sa supposée fille est à ses côtés pour l'aider. La géante lui offre un morceau de monstre mais le garçon refuse poliment. Il émet donc l'hypothèse que le donjon veut éliminer Suzuko parce qu'elle est une menace. Et puisqu'il est son propriétaire, le donjon l'a marqué d'une malédiction pour se débarrasser d'eux. Maintenant, le protagoniste a 72 heures pour s'échapper ou nettoyer complètement le donjon. Il se demande comment eux deux seuls pourraient faire face à une forêt entière de monstres. Avant qu'il ne puisse penser à un plan, un monstre végétal géant apparaît devant lui. La créature se révèle être le chef de la forêt et le garçon est incrédule face à sa malchance. Mais Suzuko active sa nouvelle capacité et se prépare à affronter le monstre de front. Plusieurs vignes sortent de son corps et attaquent le boss de la forêt avec une force incroyable. Elle demande si papa va bien et il la félicite pour son bon travail au combat. Le garçon réalise que sa supposée fille a absorbé la capacité du monstre qu'elle a mangé. Soudain, des vignes commencent à briller de mille feux, attirant l'attention du jeune homme. Il hurle pour qu'elle s'éloigne de la lumière, mais il est trop tard pour empêcher ce qui va arriver. Une énorme explosion se produit, détruisant une partie du bâtiment où il se trouve. 24 heures passent et la ville de Neurouz a été envahie par des arbres géants. Au milieu des vaches, un homme blond leur dit de ne pas avoir peur car il connaît les faiblesses du monstre. Il se révèle être Lucas, un testeur bêta, et ordonne à tout le monde de suivre ses ordres de bataille, mais une attaque surprise provoque la panique dans la foule et la fait courir pour sauver sa vie. Le blond est choqué de voir que le monstre est un Kyo de rang 2, une créature forte. L'énorme créature verte le domine avec un regard très menaçant et dangereux. Les gens sont terrifiés car ce monstre ne ressemble à rien de ce qu'ils ont vu auparavant. Le chef essaie de calmer tout le monde en disant qu'il existe un moyen de résoudre la situation. Puis il crie vers le ciel en appelant un joueur qui a une classe de combat. Soudain, un puissant faisceau d'énergie bleue frappe la créature de plein fouet par le haut. L'attaque est si forte qu'elle traverse le monstre et détruit une partie d'un bâtiment derrière lui. La personne responsable de l'attaque est Hayashi Miki, une juriste de rang F avec un bâton bleu. Avec un regard confiant, la fille dit que vaincre ce monstre était un jeu d'enfant pour elle. Le blond en profite pour dire que s'ils suivent ses ordres, la victoire est certaine. Les gens célèbrent avec soulagement et remercient la jeune fille de les avoir tous sauvés. Mais l'avocate pense que le chef est doué pour manipuler les gens car ils se connaissent depuis un jour. Plus tard, la jeune fille est épuisée et acculée par des monstres dans une ruelle sombre. Quelqu'un la sauve et elle demande qui c'est et pourquoi il l'a aidée car elle est très confuse. Le responsable est Lucas qui dit qu'il rassemble des alliés pour nettoyer le donjon de la ville. Avec un sourire, il se présente et l'invite à devenir une héroïne à ses côtés. L'avocate doute qu'un étudiant puisse être un héros et sait que le donjon ne sera pas facile. Pendant ce temps, ailleurs, Suzuko s'amuse à sauter sur un arbre géant. La fille monstre veut jouer plus mais le garçon dit qu'il en a assez pour aujourd'hui. Il craint pour sa vie avec ses blagues et entend la voix de Lucas au loin. Le protagoniste reconnaît le chef blond d'il y a 10 ans quand il était un bleu. Avec un sourire maléfique, il pense que le rejoindre pourrait être une bonne idée. Soudain, l'arbre tremble et plusieurs petits monstres verts commencent à grimper dessus. Le géant est excité par la nourriture qui monte et dit qu'elle a l'air délicieuse. Le garçon panique en voyant la horde de créatures grimper vers eux. Au sol, les gens sont surpris de voir que l'arbre géant bouge. L'avocate semble fatiguée de la réaction excessive du groupe à tout ce qui se passe. Le chef blond se rend compte que la situation n'est pas bonne et est en état d'alerte. Puis il voit Mickey dans une position dangereuse, crie son nom avec inquiétude. Lucas dit à la jeune fille de courir mais elle reste là sans comprendre la raison du cri. Notre héros tombe de l'arbre et se demande s'il est encore en vie après la chute. Une voix féminine le traite de morveux alors qu'il est encore au sol. Il est tombé sur Mickey qui l'a tenu avec son pouvoir et lui a dit de se taire. Le garçon est gêné par la situation et essaie de dire que c'était un accident. La fille l'accuse d'avoir abattu l'arbre mais il le nie en disant que c'était une coïncidence. Soudain, Suzuko apparaît, le ramassant et Mickey s'envole à cause de l'impact. Suzuko sort de la fumée et avec un sourire dit qu'elle l'a trouvé. Le protagoniste est soulagé de voir sa fille et l'appelle avec un sourire, mais l'avocate se tient devant lui en lui disant de lui laisser le monstre. Avec un regard déterminé, elle dit que les héros ne s'enfuient pas et le protégeront. Le garçon essaie de calmer la situation en disant que tout va bien, mais il est ignoré. Ensuite, l'héroïne défie le géant qui est complètement confus par l'attaque. Le jeune homme se rend compte que la jeune fille pense que Suzuko est un monstre ennemi. Sans hésitation, Mickey se lance dans le combat avec une puissante attaque énergétique.
L'explosion bleue engloutit la fille monstre dans un vortex de puissance magique. Cependant, Suzuko défend facilement les coups avec ses nombreux bras. Léo crie désespérément à l'avocate de faire attention à sa force. Une attaque frappe le géant mais elle ne semble même pas sentir le coup qu'elle a reçu. L'héroïne trouve une ouverture dans la défense et prépare une attaque spéciale. Avec un sourire confiant, elle réussit à frapper la créature de plein fouet. Le coup la rejette en arrière et le géant demande si papa était inquiet. Le garçon ignore la question et court vers l'avocate pour l'aider. Il est inquiet et espère que la jeune fille n'a pas été blessée. Mickey est évanouie sur le sol mais heureusement, elle semble juste inconsciente. Sa fille demande alors si elle peut dévorer la jeune fille, laissant le jeune homme paniquer. Il le lui interdit et se souvient que l'avocate fait partie du groupe de Lucas. Le jeune homme pense que s'il sauve l'avocate, il peut rejoindre le groupe de Lucas. Mais il sait que le plan ne fonctionnera pas s'il découvre sa fille, alors le protagoniste demande à Suzuko de se cacher pendant un moment pour l'aider. La fille monstre ne comprend pas pourquoi et il explique que c'est pour trouver de la nourriture. Avec un sourire, il promet que si elle se cache bien, il lui donnera quelque chose de délicieux. Excité par la promesse, Suzuko accepte de se cacher et lui demande de la chercher. La marque de malédiction sur son corps commence à disparaître lentement dans l'air. Le garçon se rend compte que la malédiction s'est affaiblie parce que sa fille s'est cachée. Son plan est plus simple de cacher Suzuko et de laisser Lucas trouver le boss. Mickey se réveille un peu confus et avec un mal de tête à cause du coup. Le protagoniste l'aide et fait semblant d'être préoccupé par son bien-être. L'avocate demande ce qui s'est passé et il ment en disant que le monstre s'est enfui. Elle ne se souvient pas bien des événements mais accepte son explication. La jeune fille dit que c'est dangereux là-bas et l'invite à aller dans un endroit sûr. Le garçon célèbre en silence car son plan se déroule comme prévu. Il décide d'utiliser un faux nom et se présente à l'avocate sous le nom de Imogen. Quand il lui serre la main, le géant apparaît et le garçon est très surpris. La fille monstre ressent une sensation familière venant de l'héroïne d'avant. Notre héros remarque la présence de sa fille et lui dit de le suivre silencieusement. Mickey se retourne et dit au garçon de ne pas se séparer pour ne pas se perdre en chemin. La nuit, la ville reste sous le contrôle d'arbres géants et de ténèbres. Dans un état d'ébriété, le chef blond demande un rapport sur la mission de recherche. Un des hommes dit qu'il recherche toujours Mickey et ne l'ont pas trouvé. Furieux, Lucas crie de se dépêcher car sans elle, le groupe serait anéanti. Les autres essaient de le calmer en disant qu'ils la trouveront de toute façon. Le chef se soucie de la jeune fille car sa capacité spéciale est incroyable. De façon inattendue, Mickey arrive avec notre protagoniste et dit qu'ils n'ont plus besoin de chercher. Avec un sourire, l'avocate salue son patron qui est surpris de la voir. La blonde est très heureuse de revoir la jeune fille saine et sauve après sa disparition. Les bras ouverts, le chef accueille la juriste. Puis il remarque le garçon à côté d'elle et lui demande si c'est son petit frère. La jeune fille dit qu'il l'a sauvé et le jeune homme se présente comme Imogen. Avec un sourire, le protagoniste dit que le chef blond lui a manqué. Le garçon demande ensuite à rejoindre le groupe et Lucas accepte en lui serrant la main. Mais le boss trouve le visage du garçon suspect et un peu effrayant. Les yeux brillants, il décide d'utiliser sa capacité pour découvrir son identité. Le système commence à analyser le jeune homme, mais il demande s'il peut aider à quoi que ce soit. Le chef dit qu'il aime sa motivation, mais le système ne parvient pas à l'identifier. Surpris, Lucas se demande pourquoi il ne peut pas voir les informations du garçon. De nombreux écrans d'échecs d'analyse apparaissent, laissant le boss très méfiant. Avec un sourire sinistre, Lucas dit qu'il a trouvé un bon travail pour le garçon. Le boss essaie de scanner à nouveau le jeune homme, mais la compétence échoue une fois de plus. Avec un mal de tête, Lucas se demande ce qui se passe avec ses pouvoirs. Le géant apparaît et demande s'il va bien pendant que le garçon essaie de la cacher. Le chef tombe au sol, effrayé et sans comprendre la raison de la douleur soudaine. Mickey l'aide à se relever et lui demande ce qui ne va pas. Le protagoniste remercie Suzuko dans ses pensées d'avoir effrayé le boss. Soudain, tout le monde entend un bruit très fort provenant de l'extérieur. Une énorme explosion se produit très près de leur cachette dans un bâtiment et le groupe sort pour voir ce qui s'est passé et tombe sur l'usine en flammes. Lucas ne comprend pas comment cela a pu arriver et est complètement choqué. Au milieu du feu, l'un des arbres géants commence à bouger étrangement. Le géant demande s'il devrait s'enfuir, mais le garçon dit d'attendre un peu. Sa compétence de détection est active et il sent que les monstres sont agités. Le jeune homme se rend compte que la cause de leur agitation est le feu de l'explosion. Puis il crie pour que tout le monde entende ce qu'il a à dire immédiatement. Le garçon ordonne au groupe de s'éloigner des flammes le plus rapidement possible. Un monstre de bois de rang 3 apparaît au milieu du feu, surprenant tout le monde. La créature de feu a une apparence démoniaque et semble assez puissante. Lucas est choqué de voir un monstre aussi fort apparaître de nulle part au milieu de la ville. Le boss se demande comment le garçon en sait autant et s'il est aussi un sauveur. Lucas imagine le jeune homme prendre sa place et voler sa gloire et sa renommée. Envieux, il pense que le garçon prévoit de voler son bonus de sauveur. Le système offre un objet gratuit aux nouveaux joueurs pendant la période de protection. Le chef croit qu'il ne peut y avoir qu'un seul sauveur et que ce donjon est le sien. Il prend son épée et ordonne à tous ses disciples de commencer la contre-attaque, mais le monstre de feu attaque en premier et le jette avec une explosion.
La force de l'attaque est si grande qu'elle provoque une onde de choc dans toute la zone. L'avocate dit qu'ils ne peuvent plus compter sur Lucas et qu'elle est à sa limite. Mickey serre le garçon dans ses bras par derrière et lui demande de mettre tout le monde en sécurité. Le jeune homme se rend compte que la malédiction s'affaiblit, mais le monstre continue d'évoluer. La créature de bois et de feu devient encore plus grande et plus puissante qu'avant. L'avocate crie au garçon de se dépêcher et de s'enfuir, mais il est assommé. Le protagoniste dit qu'il ne peut pas s'enfuir car il doit rester et combattre le monstre. Suzuko n'en peut plus et dit qu'elle va dévorer tous les monstres à proximité. Les mains du géant deviennent pointues et prêtes à attaquer sans pitié. La fille monstre avance vers les ennemis en criant qu'elle veut une collation. Elle attaque le monstre de feu avec ses griffes et une énorme explosion se produit. Mickey reconnaît le géant comme le monstre qu'il a attaqué plus tôt dans la forêt. Suzuko attrape le monstre enflammé et le dévore comme un barbecue géant. Le géant mâche le monstre de feu comme si de rien n'était, ne laissant que les os derrière lui. Le garçon se plaint que même en danger, sa fille ne pense qu'à la nourriture et la malédiction reviendra. Puis il voit sa compétence de synchronisation qui lui permet de copier des compétences pendant 20 minutes. Le jeune homme se demande si d'autres monstres l'appelleront papa, mais ils sont trop stupides pour ça. En cela, il a l'idée que s'il peut contrôler les boss, alors peut-être qu'il peut dominer celui de la forêt. Avec ça, l'avocate l'attrape en lui disant de s'enfuir, mais le garçon dit que c'est leur chance. Il dit qu'il vaincra le boss pendant que les monstres sont distraits dans ce pari risqué. Le protagoniste sait que le chef blond doit avoir l'emplacement du monstre principal du donjon. La fille avertit que si les créatures évoluent, elles n'auront aucune chance et décide de chercher le boss. Mickey le prend alors et s'éloigne rapidement de cet endroit dangereux. Dans les ruines souterraines de la ville, une créature mystérieuse dit qu'il les a enfin trouvées. Avec une touche sur son visage, la créature végétale l'appelle aussi papa, ce qui rend tout étrange. Le chef de la forêt flotte au-dessus de plusieurs plantes avec des yeux tout en donnant un rire très sinistre. Là, le groupe de Lucas a déjà trouvé le boss et le blond semble très confiant d'une victoire certaine. Avec un sourire maléfique, il prévoit de vaincre le boss seul pour obtenir toute la récompense. Soudain, tous les membres du groupe commencent à crier de douleur et à se tenir la tête. Le chef ne comprend rien et regarde ces hommes complètement confus par la situation. Avec ses yeux brillants en vert, ses alliés se retournent contre lui comme s'ils étaient des zombies. Malgré cela, Lucas essaie de rester calme et demande à ce que personne ne panique en ce moment. Un écran bonus apparaît et il dit que la difficulté vient d'augmenter un peu pour la mission. Un des hommes souligne sa classe de niveau et demande s'ils ont une chance contre la créature. Avec un regard furieux, le chef blond le traite d'inutile pour n'être qu'un niveau E. Le boss blond se fâche d'être commandé et élimine un de ses propres hommes sans hésitation. Avec ça, le système informe qu'il a gagné 1000 points et la chance d'obtenir une carte de travail. Les autres survivants l'entourent et demandent et choquent ce qu'il vient de faire. Il se rend compte que le bonus pour avoir éliminé un allié est de 1000 et que les monstres ne sont qu'à 100. Avec un sourire maléfique, le chef blond décide qu'il va marquer des points avec tout le monde là-bas. Pendant ce temps, notre protagoniste arrive avec la juriste sur le site de la bataille. Ils regardent autour d'eux et se rendent compte qu'il y a eu une grande bataille là-bas. Par les traces de destruction, la fille panique et dit que le chef est complètement devenu fou et qu'ils doivent s'échapper. En regardant devant, il voit le blond au-dessus de plusieurs corps de ses alliés. Le boss blond tient l'un des hommes par le col avec un regard très froid et distant. Avec un sourire aux lèvres, il se tourne vers l'avocate et lui dit qu'elle a tout faux. La fille l'accuse de devenir fou et de rompre leur promesse de nettoyer le donjon ensemble. Mais le blond se défend en disant que ce sont eux qui sont devenus fous à cause de l'odeur des fleurs. L'avocate est confuse et ne comprend pas ce que l'odeur a à voir avec la situation. Il explique que quiconque respire l'odeur devient un serviteur du boss et c'est pourquoi il a dû les éliminer. Puis le chef révèle qu'il est aussi un serviteur et lui remet son épée pour qu'elle puisse l'éliminer. Sous le choc, l'avocate tient l'épée et demande s'ils ne peuvent pas vaincre le boss ensemble. L'homme blond l'attrape en disant que c'est impossible et la fille le supplie de ne pas abandonner le combat. Le chef dit que si elle ne l'élimine pas, il existe un autre moyen de tout résoudre. L'avocate demande quelle est la solution et le blond la serre fort dans ses bras. Avec un sourire diabolique, il lève son épée pour attaquer la fille par surprise. Puis il révèle que l'autre solution est qu'il élimine la juriste ici même. Sans aucune pitié, le boss attaque la fille avec son épée en plein milieu de sa poitrine. Il la jette au sol et la maintient avec l'épée pour qu'elle ne puisse plus s'échapper. Le blond l'insulte en disant qu'elle n'est qu'un PNJ et qu'elle n'a pas le droit de donner des conseils. Il dit qu'il ne l'a sauvée qu'à cause de sa classe et maintenant il va lui porter le coup de grâce. Avec un regard cruel, le boss dit qu'elle peut remplir un dernier rôle avant de mourir. Le chef blond active alors la carte de travail qu'il avait obtenue plus tôt. Le système demande s'il veut voler la force de classe de la fille encore vivante. Il se réjouit car il a reçu une lettre de travail de niveau S de la juriste. Soudain, une voix appelle la fille et le blond regarde sur le côté avec surprise. Notre héros apparaît en riant et en faisant semblant de ne rien comprendre à ce qui s'est passé là. Mais le blond dit qu'il ne sert à rien de faire semblant et qu'il est un bien meilleur acteur que le garçon. Le jeune homme remarque que le chef se comporte étrangement et lui demande de ne pas être tendu. Il se sent mal pour l'avocate mais décide qu'il doit sortir de là le plus vite possible.
Mais l'homme blond l'entoure d'une énergie bleue et lui dit qu'il ne va nulle part. Le garçon est coincé et se demande comment le chef a une classe s'il n'en avait pas. Le blond dit qu'il pensait que le jeune homme voulait sa place, mais il ne connaissait même pas la compétence de la fille. Le protagoniste est confus car il ne savait pas que la compétence de l'avocate était de niveau S. Le chef révèle que le donjon a changé parce que les deux sont des voyageurs temporels appelés sauveurs. Le garçon est choqué d'apprendre qu'il existe différents types de voyageurs avec des objectifs différents. Il comprend que si le blond est l'un de ces voyageurs, alors tout a maintenant un sens. Le boss demande quel est son objectif, mais le garçon ne pense qu'à gagner du temps pour que sa fille arrive. Avec un sourire aux lèvres, le jeune homme décide de se joindre au jeu du chef pour le tromper. Il salue alors et prend le blâme en disant que c'est lui qui a changé la difficulté. Le chef blond apprécie la confession et il semble qu'ils se comprennent enfin. Le type dit qu'il s'est infiltré pour changer la difficulté et prendre le bonus pour lui-même. Le boss semble impressionné et dit que le plan du jeune homme semble très bien fonctionner. En réfléchissant, notre héros réalise que le blond a tout cru et décide de continuer le théâtre. Il commence à rire et dit au boss de le remercier d'avoir rendu le donjon plus excitant. Le blond reconnaît que c'est intriguant et dit que le bonus de mission a déjà été modifié par le système. Le garçon le traite d'idiot dans sa tête et le chef est distrait pendant un moment par la conversation. L'avocate allongée sur le sol accuse les deux d'être ensemble dans cette folie et les qualifie de fous. Furieux de l'interruption, le boss dit à la fille de se taire et lui donne un coup de pied. Le jeune homme est surpris car même l'avocate a pris son travail au sérieux et a cru en lui. Le système vous informe alors que la carte de travail légale de niveau S a été obtenue avec succès. L'avocate est maintenant sur le sol sans bouger et le garçon est impressionné par la puissance d'une classe. Avec la lettre en main, le blond dit que voler au PNJ est plus facile que d'attendre de réveiller un pouvoir. Avec un sourire confiant, le boss blond demande s'il devrait coopérer à partir de maintenant, mais avant qu'il ne puisse répondre, le garçon a été surpris par des monstres qui ont émergé du sol. Le chef devient furieux et crie en demandant ce que le diable le jeune homme a fait pour invoquer les créatures. Les monstres avancent vers eux et le garçon demande si le blond veut coopérer avec lui maintenant. Avec un sourire moqueur, le protagoniste dit que ce n'est pas lui qui a appelé les monstres ici. Le boss rit et dit qu'en fin de compte, c'est la meilleure chose qu'un enfant puisse inventer. Enveloppé dans son énergie bleue, il s'avance pour attaquer le jeune homme avec un puissant coup de poing. Avec un regard de haine, le chef dit qu'il ne travaillerait jamais avec quelqu'un comme notre héros. Il frappe le sol avec un coup de poing et un grand écran de fumée s'élève à cet endroit. Du milieu de la fumée, la géante apparaît et attrape le boss blond avec l'une de ses mains. Le blond hurle pour qu'elle le lâche car il est le sauveur et elle ne peut pas faire ça, mais la géante dit qu'elle n'a pas besoin d'un sauveur et notre héros est assez satisfait. Avec un sourire diabolique, la fille monstre dit qu'elle est venue rencontrer son cher papa. Le boss est choqué et demande si elle est vraiment la fille du jeune homme qui est là. Le garçon se tourne et regarde le chef avec un regard de moquerie et de supériorité. Avec un sourire et un signe de pouce levé, il confirme qu'il est le père de la géante qui l'a capturé. Le blond panique et supplie le jeune homme de coopérer avec lui et de le laisser partir, mais la géante dit que son papa n'est pas un enfant et se prépare à attaquer le boss. Sous une forme plus petite, elle s'assoit sur les genoux du jeune homme et demande s'ils peuvent aller au lit. Le protagoniste accepte mais demande d'abord à sa fille de s'occuper des monstres restants. Avec un sourire, la géante accepte et commence à écraser les petits monstres comme s'il s'agissait de jouets. Le garçon décide alors de s'enfuir de là mais il va d'abord voir l'avocate qui est allongée sur le sol. De façon inattendue, la fille ouvre les yeux et semble reprendre lentement conscience. Le jeune homme ne comprend rien et se demande ce qui s'est passé pour qu'elle se réveille. Il regarde l'épée plantée en elle et ne comprend pas comment la juriste peut encore être en vie. Soudain, sa fille apparaît derrière lui et l'appelle papa d'une voix très calme. La géante le prend alors dans sa main et demande s'ils ont fini de jouer à la lutte. Endormie, elle le serre dans ses bras et promet qu'elle protégera son papa pour toujours de tout le mal. Le protagoniste touche son visage et l'appelle par son nom en essayant de comprendre toute la situation. La fille monstre s'endort simplement sur le sol et les autres monstres s'arrêtent soudainement de bouger. Allongé sur elle, le garçon réalise que même sa malédiction a étrangement disparu. La marque sur son bras qu'il a piégé dans le donjon disparaît soudainement complètement dans l'air. Puis le chef de la forêt apparaît et dit qu'elle comprend maintenant pourquoi la géante n'a pas été affectée. Le jeune homme reconnaît la créature et décide d'activer sa capacité de synchronisation sans hésiter. Le boss se présente et la compétence du garçon le transforme en fantôme pendant 20 minutes. Grâce à son nouveau pouvoir, il s'éloigne de sa fille qui continue de dormir paisiblement sur le sol. Le garçon pense qu'il peut s'échapper, mais il s'inquiète de laisser sa fille seule derrière lui. Mais le boss le retrouve facilement et dit qu'il n'a aucun moyen de lui échapper. Elle révèle que toutes les plantes de cet endroit sont ses yeux et la regardent tout le temps. La créature dit que l'odeur qu'il a respirée en fait également partie et le contrôle de l'intérieur. Sous sa forme de fantôme, le garçon se rend compte qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à cette situation. La créature caresse alors le visage du géant et dit qu'elle est très belle quand elle dort. Ensuite, le boss lèche la fille monstre et dit qu'elle est très difficile avec sa nourriture. Notre héros comprend que la véritable cible du boss a toujours été sa fille et non lui. La créature confirme qu'elle a mangé l'œil du géant et doit donc évoluer en quelqu'un.
Le garçon est confus par la révélation et se demande si ce quelqu'un serait un être humain. Avec un regard furieux, le boss lui dit de ne pas insulter son maître car il est différent. Elle révèle que son maître est en fait le créateur de tous les monstres, le dieu des créatures. La créature l'accuse alors d'être un imposteur pour n'avoir qu'une seule créature sous son commandement. Le jeune homme est surpris que le boss sache d'une manière ou d'une autre qu'il est un gardien de monstres. Le boss dit que le géant est la fille de son maître, mais appelle toujours le garçon papa. Avec un sourire, elle l'accuse de manipuler un monstre et d'essayer d'imiter son vrai maître. Le protagoniste a alors une idée et dit que la raison d'être un gardien est différente. Avec un sourire, il dit que c'était en fait pour sa nourriture et qu'elle n'avait qu'à le demander d'abord. La créature le félicite pour son intelligence et lui offre la chance de devenir son esclave pour survivre. Le garçon se met à rire et dit que la proposition du boss est vraiment très bonne et tentante. Mais ensuite, il fait un geste de la main et dit qu'il refuse complètement sa proposition. Le chef de la forêt glousse et se lèche les lèvres d'une manière très effrayante. Elle ouvre ensuite ses tentacules et dit que le jeune homme n'a pas le choix dans la situation. Le protagoniste ne se laisse pas démonter et maintient un regard très déterminé envers la créature. Avec seulement 10 minutes restantes de sa transformation, il essaie de s'échapper de cet endroit. Il pense que le temps presse et qu'il a besoin d'un plan pour sortir de là bientôt. Ensuite, le boss ordonne à ses monstres de le capturer vivant pour réveiller le géant. Notre héros devient tendu car la situation devient de plus en plus compliquée pour lui. Entouré de monstres, il se demande s'il existe un autre moyen de s'échapper. Soudain, il voit le corps du chef blond et se souvient de la lettre de travail de l'avocate. Le garçon pense alors que si le boss a pu utiliser la lettre, il doit pouvoir le faire aussi. Sans hésiter, il court vers le corps et prend la lettre qui était avec le chef blond. Mais le système avertit qu'il ne peut pas réveiller la classe et le jeune homme ne le croit pas. À ce stade, son temps de transformation en fantôme se termine et il reprend sa forme normale. Entouré et impuissant, il décide d'activer sa capacité de synchronisation comme dernière chance. Le système affiche alors les compétences qu'il peut utiliser avec la synchronisation activée. Avec un regard furieux, son œil gauche devient rouge et il active l'œil de la vérité. Le boss se rend compte qu'il utilise le pouvoir de Suzuko et ne semble pas du tout aimer ça. Avec une aura rouge, la créature dit qu'elle ne lui permettra pas d'utiliser cette capacité. Notre héros commence à ressentir un très fort mal de tête à cause de l'interférence. La synchronisation est annulée et le boss lui dit de dormir et de disparaître dans ses souvenirs. Avec ses yeux brillants de douleur, le garçon se demande si c'est la vraie forme du boss. La créature se révèle être une masse de tentacules et dit que son corps est maintenant le sien. Une alerte de corruption spirituelle apparaît et il se rend compte que le donjon est de haut niveau. Il se souvient qu'il est mort à cause de Suzuko auparavant et se demande si cela se reproduira. Soudain, le jeune homme se retrouve à flotter dans un vide blanc sans fin. Il se réveille avec des yeux de différentes couleurs et se rend compte qu'il est toujours en vie. Le garçon regarde l'écran du système et se demande où il a atterri. Entendant une voix, il se tourne et voit une porte d'où venait le son mystérieux. Sans réfléchir à deux fois, le garçon décide d'ouvrir la porte pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. À l'intérieur, une silhouette se tient parmi des papiers disant que c'est son chef-d'œuvre. Le garçon se gratte la tête et se demande si c'est une sorte de mémoire projetée. La voix continue de parler et le garçon est choqué par les mots qu'il entend. La silhouette se lève et le jeune homme pense qu'il lui ressemble à l'époque. Un cercle magique apparaît et l'homme ordonne à son grand chef-d'œuvre d'apparaître avec un sourire bizarre. Le scientifique a l'air anxieux et le jeune homme a l'air très inquiet. Une petite fille avec des cicatrices sort du cercle et demande qui elle est vraiment. Le scientifique pointe alors la fille et dit que son nom sera Suzuko. La petite fille le regarde et répète son nouveau nom avec une expression très confuse. L'homme tend la main à la fille et elle accepte le geste sans hésitation. Puis il la serre affectueusement dans ses bras et lui dit de commencer à l'appeler papa. La petite fille l'appelle alors papa avec un sourire très heureux sur son visage. Des visions monstrueuses de la fille apparaissent et le garçon se demande si c'est la vraie Suzuko. Le jeune homme essaie alors de se calmer et se rend compte qu'il voit les souvenirs de Suzuko. Tenant la main du scientifique, le garçon réalise à quel point la petite fille était différente. Avec un sourire, l'homme dit quel est son chef-d'œuvre et demande si elle est prête. La fille est confuse et demande à quoi elle devrait être prête à ce moment-là. Avec un air héroïque, il dit qu'elle l'aidera à sauver le monde de la destruction. Soudain, la mémoire se brise en plusieurs fragments et le garçon est laissé sans réaction. Allongé sur le sol, il se demande quel était le véritable objectif de cet homme mystérieux. Avec un petit sourire, il comprend que ce qu'il a vu n'était que le début du mystère. En regardant la porte, il est sûr que c'est un appât pour l'attraper. Sa fille apparaît sous une petite forme et dit que son papa lui a beaucoup manqué. De retour dans sa mémoire, l'homme dit qu'il a quelque chose de nouveau de ses recherches à montrer. Le scientifique présente une fleur dans un récipient et dit que c'est la fleur chuchotante. La petite fille et le garçon regardent la fleur et il reconnaît le chef de la forêt noire. Le scientifique dit alors qu'il manque quelque chose pour que la fleur soit parfaite comme sa fille. L'homme imagine comment achever sa création avec un sourire. Là-dessus, la petite Suzuko le serre dans ses bras et propose d'aider. Elle sourit et demande comment aider son papa à compléter la fleur. Le jeune homme trouve la scène belle, mais le scientifique demande le pouvoir de la fille. L'homme dit qu'il peut trouver quelqu'un d'autre, mais la fille propose rapidement d'aider.
Avec un sourire maléfique, le scientifique dit qu'il veut une petite chose qu'elle a. Il pointe ensuite son visage et demande à la petite fille de lui donner son œil. En entendant cela, notre protagoniste est choqué et n'arrive pas à croire à la cruauté. Sans hésiter, la fille obéit et une scène terrible se produit. Soudain, le garçon ressent une douleur atroce à l'œil qui commence à rougeoyer. Avec l'œil dans sa main, la petite fille le tend au scientifique comme si de rien n'était. Blessée, elle offre son œil et demande si elle a été une bonne fille. Pendant ce temps, le jeune homme tombe au sol en hurlant de douleur. Le scientifique la félicite en disant qu'elle est une bonne fille et qu'il est content de l'aide. Tenant l'œil, il dit à la petite fille d'observer le pouvoir qu'il contient. Puis l'homme jette l'œil dans le récipient et dit à la fleur de tout consommer. Avec la puissance de l'œil, la fleur se transforme en un monstre géant. La petite fille est heureuse et dit à la créature de grandir pour aider. Le scientifique dit qu'elle ira bien et il commence à prendre d'autres parties d'elle. La fille dit qu'elle ne ressent aucune douleur et perd même ses souvenirs. La scène est si horrible que notre protagoniste se met à rire de désespoir. Tombant au sol, il réalise que la fille était juste de la nourriture pour les monstres. La petite Suzuko appelle son papa alors qu'elle est par terre, toute meurtrie. Elle demande où il était, le garçon reprend ses esprits et parle à sa fille. La petite fille l'appelle papa et le garçon est surpris avec un sourire. Elle est contente qu'il vienne lui rendre visite, mais le scientifique apparaît avec des monstres. Les créatures bizarres s'avancent vers la petite fille sans hésiter. Entourée, elle demande s'il n'a plus besoin d'elle et l'homme lui dit de jouer. Le scientifique dit qu'elle est irréparable et demande pardon. En agonie, la fille hurle de douleur et supplie son papa de ne pas l'abandonner. Le garçon se met à rire et lui dit de ne pas avoir peur. Il révèle qu'elle a été trompée et que lui et le scientifique sont de faux papas. Avec ceci, le taux de synchronisation avec l'œil de vérité atteint 50%. Ses yeux brillent d'une intense puissance rouge et il a l'air prêt. Le jeune homme promet qu'il deviendra son vrai papa et le chef de la forêt apparaît. De retour à la réalité, il fait face à son boss et la traite de moche. La créature est choquée et demande comment il a fait pour reprendre conscience. Fâchée, elle dit qu'elle va lui montrer l'enfer une fois de plus. Elle l'attaque avec de l'énergie rouge et se demande combien de temps il peut tenir. Le jeune homme sent la douleur, mais dit que ce n'est rien comparé aux souffrances de sa fille. Avec un regard déterminé, il endure l'attaque et dit que ce n'est rien pour lui. Puis le garçon répète le mot synchronisation et son corps commence à changer. Le système avertit que la triple synchro est activée et le garçon dit qu'il est de retour. Avec un sourire maléfique, il dit que s'il veut manger sa fille. Il demande ensuite si ce n'est pas un échange équitable. Sans aucune crainte, le garçon commence à éliminer tous les monstres. Avec un sourire, il arrache la tête d'un des monstres. Puis le garçon dévore le monstre et se plaint du mauvais goût de cette créature. Les autres monstres sont effrayés par son attitude et tentent de se replier. Avec le temps, son taux de synchronisation atteint 70% et il devient plus fort. Insatisfait, il demande au boss d'envoyer plus de monstres. La créature demande s'il veut vraiment être vaincu. Puis elle lui dit d'entrer dans sa mémoire et de disparaître à jamais. La fille l'appelle papa et dit que son câlin est très chaud et confortable. Avec un sourire, le jeune homme dit qu'avant, il n'était pas son père. Mais maintenant, il l'est vraiment. Le boss dit que ce n'est qu'un souvenir. La créature révèle que la mémoire a été créée par sa volonté. Le monstre dit que la volonté d'une créature est comme du poison. Avec une synchronisation à 90%, le garçon ne semble pas se soucier de l'avertissement. Avec plusieurs yeux sur son visage, il regarde la créature et dit que sa fille l'a sauvé. De retour à la réalité, le boss le traite de fou et demande ce qu'il est vraiment. Avec un sourire, le garçon lui dit de ne pas avoir peur. La créature a peur et demande pourquoi il lâche ses tentacules. Le jeune homme lui dit de se dépêcher et d'utiliser ses pouvoirs. Le boss est terrifié et ne sait pas comment réagir. Avec plusieurs yeux sur son visage, il dit qu'il s'en prendra au scientifique. Le système avertit que sa volonté a surmonté celle du boss. Le système lui demande s'il veut garder le boss comme allié. La créature ne peut pas bouger et dit que sa volonté est trop forte pour elle. Le garçon dit que sa volonté l'a rendu plus fort. Avec un sourire, il demande si elle ne veut pas jouer. Le jeune homme appelle sa fille et lui dit qu'elle peut jouer avec le chef de la forêt. Le géant apparaît et demande qui a fait ça à son papa. Avec un pouce levé, il dit que si elle s'ennuie. La fille est excitée par l'idée et demande qui a blessé son papa. Le boss dit que ce n'était pas elle. Sans pitié, le géant s'avance et attaque le boss. La situation étant résolue, le garçon court voir. La fille se réveille et demande qui il est vraiment. Avec un sourire, il répond qu'il n'est que le père d'une fille très têtue et forte. Le garçon avertit que ça va faire mal et se prépare à retirer l'épée plantée dans sa poitrine. Les yeux brillants, l'avocate se lève et semble très en colère contre lui. Elle l'attrape par le col et le jette au sol avec une force impressionnante. Furieuse, la fille l'accuse de mentir et de travailler avec le chef blond avec l'épée sur la gorge. La juriste dit qu'elle va l'éliminer sur le champ. Il dit que s'il était un ennemi, il n'aurait pas arrêté sa blessure pour la sauver. Le jeune homme dit que c'était une mesure temporaire et lui demande de retirer l'épée de son cou. Pendant ce temps, le géant joue avec le boss de la forêt d'une manière très étrange. Assis par terre, il demande si la fille va bien et si elle ressent un changement.
L'avocate dit qu'elle se sent bien et ne semble pas avoir d'effet secondaire de l'arnaque. Le garçon montre alors la lettre de mission et dit que le chef blond a volé son pouvoir. La fille devient désespérée et demande ce qu'elle va faire maintenant sans ses pouvoirs. Il dit qu'il y a un moyen de résoudre le problème, mais elle devra l'aider. L'avocate accepte immédiatement et demande ce qu'elle doit faire pour récupérer son travail. Le garçon est surpris par la rapidité de la réponse et se demande s'il peut lui faire confiance. Avec un sourire, il dit qu'il comprend et la remercie de la confiance qu'elle lui accorde. Le jeune homme se demande si la fille est pure ou juste stupide de faire confiance si facilement. Il appelle ensuite sa fille et lui demande de venir le voir un instant. Le géant apparaît et l'avocate est impressionnée par la pression émanant de la créature. Avec un regard de surprise, l'avocate réalise que le géant est la fille du garçon. Avec un sourire, il fait une requête à sa fille et elle accepte sans réfléchir. Il demande comment va le boss et le géant dit qu'elle l'a déjà dévoré complètement. Le garçon dit alors que si elle crache sur le boss, il lui donnera quelque chose de plus savoureux. L'avocate se couvre les yeux et lui dit de ne pas regarder la scène qui va arriver. Avec un sourire, le géant ouvre son ventre et sort le chef de la forêt de l'intérieur. Le garçon la félicite et dit qu'elle est une bonne fille pour avoir obéi à la demande. Avec son boss au sol, l'avocate est choquée de voir qu'elle est toujours en vie. Le jeune homme s'approche alors et dit qu'il a une requête à lui faire maintenant. Avec un regard sérieux, il demande à l'avocate d'éliminer le chef de la forêt. La créature devient furieuse et leur dit de ne pas la sous-estimer car elle a encore des tours dans son sac. Avec une lueur dans leurs yeux, plusieurs monstres végétaux émergent pour la protéger. Un des monstres végétaux avance pour attaquer mais est arrêté par quelqu'un. Tout le monde regarde autour et réalise que les personnes qui ont été éliminées sont revenues à la vie. L'avocate n'en croit pas ses yeux et dit que le nombre d'ennemis est très grand. Le géant demande si elle peut tous les dévorer et le garçon dit qu'il n'y a pas besoin. Il se tourne alors vers le boss et lui demande si elle a fini de montrer ses pouvoirs. La créature rit et dit qu'il va tous les emmener avec lui en enfer mais le garçon lui dit de faire de son mieux et d'essayer de survivre à ce qui va arriver. Avec une sphère d'énergie dans sa main, il dit qu'il est d'accord avec l'idée du boss. Avec une seule attaque d'énergie, le garçon transforme tous les monstres en plantes. Les personnes ressuscitées sont également affectées et se transforment en statues végétales en même temps. L'avocate est choquée et réalise que tous les monstres ont soudainement cessé de bouger. Elle demande alors ce qu'il a fait et le garçon se tourne vers elle avec un regard étrange. La fille est surprise quand elle voit son visage et demande ce qui est arrivé à ses yeux. Il explique que c'est le risque qu'il a mentionné et sa fille le complimente sur son apparence. Le garçon dit qu'il y a un moyen de réduire la corruption et demande son aide. L'avocate est inquiète et demande s'il va bien après avoir utilisé autant de puissance. Elle le traite comme un frère cadet et il ne semble pas beaucoup aimer l'idée. En pensée, dit que son âge mental est probablement supérieur au sien. Le jeune homme pointe alors le boss et dit que la solution est juste devant eux. Il explique qu'il existe deux types de donjons et que la forêt noire est destinée à l'exploration. À cause du chef blond, la difficulté du donjon est passée de F assez soudainement. Le garçon dit qu'il a lavé le cerveau des autres et volé la classe de la juriste. Le géant essaie d'attraper le boss mais elle réussit à s'échapper avec des tours. Avec un sourire, le jeune homme dit que l'objectif est de vaincre le boss et d'obtenir un objet. L'avocate est d'accord avec le plan et dit qu'elle aidera avec tout ce qui est nécessaire pour gagner. Avec un regard déterminé, elle lui dit de lui laisser le reste et se prépare. La fille demande au géant de libérer le boss et le géant est d'accord avec un sourire. Le boss avance alors pour attaquer l'avocate avec toute sa force et sa vitesse. Avec un coup précis, la juriste élimine le chef de la forêt et met fin à la bataille. Le système avertit que le donjon a été nettoyé mais donne une erreur dans l'identification de l'avocate. Avec un sourire, le garçon réalise que le système ne la reconnaît pas sans classe. La fille célèbre la victoire et le jeune homme la remercie de son aide lors de la bataille finale. Il demande ensuite de garder son identité secrète et l'avocate accepte. Le système demande s'il veut cacher ses informations et il accepte l'option. Pour sa nouvelle identité, le garçon décide d'utiliser le nom de gardien pour se présenter. La mission étant terminée, le système avertit qu'il va calculer les bonus pour eux. Le jeune homme dit qu'il doit tout d'abord réaliser le souhait de la juriste. Avec sa main sur le corps du boss, il ramasse un objet et dit que c'est le noyau du monstre. La fille demande comment utiliser l'objet et si elle doit le manger pour absorber sa puissance. Le garçon hoche la tête et dit qu'elle doit faire exactement cela. L'avocate ne se sent pas bien et il semble que l'idée de manger l'objet ne lui a pas plu. Le géant demande si elle peut la dévorer, mais le jeune homme l'arrête immédiatement. Avec la fille dans ses bras, il demande si elle va bien après tout. Il lui dit de s'accrocher car il ne la laissera pas disparaître là. Avec le noyau en main, il se prépare à donner l'objet à la juriste pour qu'elle se rétablisse. Sans réfléchir, le garçon met de force le noyau dans la bouche de la fille. Une énergie verte entoure les deux et la puissance élémentaire commence à se rassembler. Un noyau doré apparaît et le garçon explique qu'il vaut plus de 2 millions. Il explique que sans la volonté du boss, le noyau devient une énergie élémentaire pure. Avec une aura verte, l'avocate flotte dans les airs et le garçon lui demande comment elle se sent. Il réalise qu'elle est contrôlée par le pouvoir et s'inquiète beaucoup. Sans contrôle de son corps, la fille l'attaque avec une sphère d'énergie verte. Le géant le retient et dit que l'avocate a fait quelque chose d'horrible à son papa.
Elle demande ensuite si elle peut dévorer la fille, mais le jeune homme lui rappelle la promesse. Le géant dit que son papa est très gentil et demande ce qu'il devrait faire. Le garçon remarque que son aura est différente et craint d'être dévoré s'il répond mal. Il demande alors à sa fille de le protéger si la situation devient dangereuse. Avec la juriste flottante, le jeune homme se demande comment il pourra la réveiller. Il pense à demander de l'aide à sa fille, mais se ravise car c'est trop dangereux pour elle. Avec sa main tendue, il essaie d'utiliser son pouvoir, mais la fille est trop loin. Le garçon sait qu'à ce rythme, le corps de la juriste ne tiendra pas longtemps. Il réalise que les effets secondaires empirent et décide de demander de l'aide à sa fille. Le jeune homme crie alors et demande au géant de l'aider à résoudre la situation. Avec un doigt pointé, il lui demande de le lancer en direction de la juriste. Le géant accepte et le prend dans sa main pour le préparer au lancement. Le garçon lui demande d'y aller doucement, mais le géant le lance de toutes ses forces. À grande vitesse, il vole vers la juriste tandis que le géant hurle pour qu'il vole. Avec un sourire, le jeune homme félicite sa fille et dit qu'elle a fait du bon travail. Avec un saut, le garçon frappe la sphère d'énergie verte et une explosion se produit. La fumée de l'explosion s'élève et le jeune homme parvient à atteindre l'avocate à temps. Au milieu de la fumée, il la tient dans ses bras et l'appelle par son nom. Avec les yeux brillants, la fille semble être en transe et ne répond pas. Pour la réveiller, le garçon décide de lui gifler le cœur à travers le visage. L'avocate se réveille enfin et demande ce qui s'est passé sans rien comprendre. Avec honte, elle réalise que son corps est couvert de vignes et devient embarrassée. Le garçon lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'a rien vu de mal. La fille remarque sa main et demande si la corruption spirituelle a progressé. Le géant apparaît et menace l'avocate en disant qu'elle ne lui pardonnera pas la gifle. Le jeune homme dit à sa fille de se calmer et que la fille est une de ses amies. Il jette ensuite la lettre de travail à l'avocate et lui dit qu'elle peut maintenant l'utiliser. La fille prend la lettre et est surprise de voir qu'elle peut à nouveau utiliser ses pouvoirs. La mission est accomplie, le garçon dit au revoir et lui dit de garder tout secret. L'avocate lui demande de dire son vrai nom et il l'ignore. Elle demande alors si tous ces secrets sont à cause de sa fille. La fille se demande s'il est humain ou un monstre pour avoir accepté la corruption. Avec un sourire, il dit qu'il aimerait aussi connaître la réponse à cette question. Alors le garçon lui demande ce qu'elle pense qu'il est vraiment. Sa fille dit que papa et l'avocate ne comprend pas la réponse. Avant de partir, le garçon révèle son vrai nom et se présente comme un mec Léo. Avec un sourire, l'avocate répète son nom et semble avoir aimé le rencontrer. Le donjon étant nettoyé, le système avertit que le temps était de 23h50. Ailleurs, les gens reçoivent la nouvelle et sont choqués par la vitesse. Les gens célèbrent quand ils voient que le donjon a été nettoyé et prennent des photos pour le documenter. Dans le classement des joueurs, le nom Gardio apparaît en première place, laissant tout le monde curieux. 10 heures plus tard, la ville est toujours en ruine et la destruction est clairement visible. Dans un garage de métro, un groupe de monstres se rassemble et semble enquêter. Un monstre à 2 têtes trouve un corps et réalise que la coupure a été bien faite. Une autre créature apparaît et dit que c'était une chose horrible à faire à un allié. Un monstre avec des os exposés dit à l'autre de se taire parce qu'il réfléchit. Il réalise que le corps n'a pas de noyau et que la personne responsable connaît les points vitaux. Une femme monstre apparaît et dit que la créature éliminée était une de ses sœurs. La femme se présente comme Felmina et dit que le patron était proche du dieu des monstres. Elle demande ensuite à un monstre de reproduire les images d'avant. Le monstre accepte et dit qu'il fera n'importe quoi pour elle sans hésitation. Avec un rayon rouge, le monstre borgne commence à projeter des images. Un portail rouge s'ouvre et les souvenirs du chef de la forêt commencent à apparaître. Dans l'image, le garçon apparaît et dit au patron d'utiliser ses pouvoirs pour le vaincre. Avec plusieurs yeux sur son visage, il dit qu'il voulait vraiment rencontrer le dieu des monstres. Le chef de la forêt le traite de monstre et l'image se dissout en fumée. Le monstre d'os est choqué de voir qu'elle a été éliminée par un enfant. Avec une aura rouge, il se met en colère et dit que le garçon a osé insulter le grand maître. Dans l'image, le géant demande qui a blessé son papa et la femme monstre est confuse. Elle reconnaît le géant comme la reine de la destruction et se demande ce qu'elle fait là. Le monstre à 2 têtes dit que l'humain garde la reine comme son allié. La femme dit qu'ils sont comme des dieux et que le garçon est au-dessus d'eux parce qu'il la contrôle. Avec un sourire, elle dit qu'ils ont besoin d'un monstre comme lui pour survivre. Les monstres à 2 têtes sont surpris par sa réaction et l'appellent par son nom. La femme dit qu'elle a perdu son sang-froid et qu'ils doivent entrer en contact avec le garçon. Elle appelle ensuite un de ses alliés et lui demande de s'approcher du jeune homme. Avec un sourire, la femme en robe dit que ce serait un honneur de remplir la mission. Elle se transforme et révèle sa véritable apparence au chef des monstres. Pendant ce temps, dans le co des joueurs, ils analysent les informations du gardien. Les gens sont impressionnés par sa vitesse et se demandent s'il est un bêta-testeur. Un homme dit que même un bêta-testeur aurait du mal à nettoyer un donjon mutant. L'avocate arrive et dit que le gardien a nettoyé le donjon en 24 heures. Une femme avec des lunettes l'appelle et l'avocate demande ce qu'elle lui veut. La femme se présente comme Jenna et dit qu'elle a quelque chose à lui demander. Avec un sourire, elle dit que le sujet concerne la forêt noire. Et si elle était là, l'avocate dit qu'elle a déjà tout signalé. Mais Jenna dit que l'affaire concerne le gardien. Dans son esprit, la fille pense aux informations qu'elle a sur le garçon mystérieux.
Elle sait qu'il a tout prévu et lui a confié son secret pour protéger sa fille. Pendant ce temps, dans un hôtel abandonné, le garçon décide de vérifier son statut pour voir les changements. Il réalise qu'il a atteint le niveau 5 mais sa classe est toujours F et la corruption continue. En bonus, le garçon reçoit un cristal mimique de niveau C qui peut changer de forme. Il est surpris de voir qu'il a obtenu un objet unique de niveau C en récompense. Par sa volonté, il transforme le cristal en une épée et est impressionné par sa puissance. Le garçon dit qu'il n'a jamais rien vu de tel et décide de laisser le bonus pour plus tard. Il prend ensuite l'œil impur qu'il a obtenu dans le combat et qui contient les souvenirs de sa fille. Le jeune homme appelle sa fille et elle apparaît avec un sourire sur son visage prête à écouter. Avec un sourire, il dit qu'il a un cadeau pour elle et la fille s'excite. Le garçon lui tend ensuite l'œil et lui dit de venir à lui pour recevoir le cadeau. Avec son œil sur son visage, il lui dit que maintenant elle est complète et la fille l'appelle papa. Une aura rouge l'entoure et elle dit qu'elle se sent étrange avec son nouveau pouvoir. Le garçon est impressionné par la présence puissante qu'elle dégage à ce moment-là. Il se souvient que le père dans les souvenirs n'est pas lui et s'inquiète de sa réaction. Avec une épée à la main, il se prépare au pire des cas si elle ne le reconnaît plus. Mais à sa grande surprise, le géant le serre affectueusement dans ses bras et le prend. Avec un sourire, elle dit qu'elle l'aime et le garçon réalise que son inquiétude était vaine. Embarrassé, le garçon demande à sa fille de le poser immédiatement. Il décide ensuite de vérifier son statut et le géant est très content de l'idée. Avec son œil de retour, elle devient un monstre de niveau A et sa puissance augmente. Soudain, le garçon ressent une forte douleur et les effets secondaires réapparaissent. Avec une aura verte qui l'entoure, il se demande pourquoi les effets sont revenus. Il se souvient qu'il avait le contrôle avant et ne comprend pas ce qui s'est passé maintenant. Le jeune homme s'évanouit alors et sa fille l'appelle par son nom. Inquiète pour lui, elle le serre dans ses bras et demande ce qui ne va pas chez lui tout d'un coup. Tombé au sol, le garçon semble s'être évanoui à cause de l'excès de puissance. Le géant remarque qu'il dort et se demande s'il est devenu très fatigué. Elle remarque la blessure sur sa main et l'aura verte qui l'entoure encore. Avec un regard triste, elle s'excuse de ne pas l'avoir protégé au combat. Le géant le met alors au lit et lui souhaite de se rétablir bientôt pour qu'il puisse jouer. Dans un rêve, le garçon se voit comme le scientifique et la petite Suzuko demande ce qu'il fait. La petite fille demande ce qu'est une utopie et le scientifique la caresse. Avec un sourire, il dit que c'est un endroit où tout le monde peut vivre heureux pour toujours. Dans son lit, le géant regarde le garçon dormir avec un regard très inquiet. Elle lui tient la main affectueusement et semble prendre soin de son papa. Avec les yeux fermés, il dit qu'il se souvient de tout maintenant et se réveille. Avec des larmes dans les yeux, le géant dit que papa et qu'elle est Suzuko. Avec un sourire sur son visage, le garçon se réveille et réalise qu'il a survécu à la nuit. Assis sur le lit, il se souvient qu'il s'est évanoui à cause de la douleur de la corruption. Soudain, des tentacules noirs apparaissent et le garçon est surpris par leur apparence. Plusieurs têtes de sa fille apparaissent et demandent s'il va bien maintenant. Le gars est choqué par la vue et se demande ce qui se passe. Le géant apparaît à l'envers et l'appelle papa avec un sourire. Il remarque que sa main empire et qu'il a commencé à avoir des hallucinations. Pour contrôler la corruption, il s'assoit sur le sol et commence à méditer. Avec ses yeux brillants en vert, il se concentre pour contrôler sa volonté. Petit à petit, la marque sur sa main commence à diminuer et il se sent mieux. Le garçon réalise qu'il peut utiliser la méditation pour contrôler la volonté. Sa fille le serre dans ses bras et l'appelle papa d'une voix très affectueuse et mignonne. Avec un sourire, elle dit qu'elle a faim et le garçon ne sait pas quoi faire. Il se souvient alors du groupe précédent et demande s'il reste des monstres. Avec un sourire, le jeune homme réalise que sa fille est revenue à sa forme d'enfant. Il croit qu'elle s'est souvenue de son passé avec son vrai père. La petite fille dit qu'il reste encore de la nourriture et ouvre son ventre. Le garçon est choqué de voir qu'il ne reste presque plus de cristaux des monstres. Avec un sourire, il l'appelle gourmande et la fille hoche la tête. Il dit ensuite qu'il va faire quelque chose de délicieux et prend les cristaux pour lui. Dans la ville de Jetseren, la coopérative de joueurs a déjà été formée par les survivants. Avec un manteau et une capuche, le garçon marche avec sa fille sous forme de fantôme. Il décide de vendre les cristaux au marché noir pour éviter d'attirer trop d'attention. Dans un lieu souterrain, il réalise que le marché noir est déjà très actif. Le garçon reconnaît un homme nommé Tokoro Koro qui sera le chef de la ville. Avec un sourire, il s'approche de l'homme et dit qu'il veut vendre des ressources. L'homme le regarde avec suspicion et ne semble pas aimer l'apparence du jeune homme. Avec un ton arrogant, il dit au garçon de partir et dit qu'il ne veut pas de problème. Le jeune homme dit que s'il regarde, il saura que les cristaux ne sont pas volés. Il montre ensuite les cristaux verts qu'il a obtenus du donjon de la forêt noire. L'homme est choqué de voir les cristaux et demande de quel type d'objet il s'agit. Le garçon explique que ce sont des cristaux de monstres mais l'homme refuse de les acheter. Il ramasse alors l'objet et décide de l'examiner avec sa compétence d'ingénierie. Le système avertit que le cristal provient de Kiayo de la forêt noire et vaut 10 000 pièces d'or. L'homme est choqué et demande comment le garçon a obtenu un article d'une telle pureté. Avec un sourire, il dit que c'est sa propre technique et demande s'il va l'acheter. L'homme accepte immédiatement et dit qu'il prendra tous les cristaux qu'il a. Avec une poignée de main, il conclut l'accord et le garçon est très satisfait. Il dit qu'avec l'argent,
il pourra s'occuper de la nourriture de sa fille pendant un certain temps. Avec son téléphone portable à la main, il se souvient de sa vie passée et de sa difficulté. Soudain, votre fille vous avertit que des gens les suivent de près. Le garçon réalise que l'homme du marché noir l'a livré à un groupe. Dans son bureau, l'homme fait son rapport à son patron sur les articles qu'il a achetés. Il dit que le garçon mystérieux pourrait avoir des informations sur le joueur rapide. Le patron le félicite et lui dit de continuer à surveiller de près le jeune homme. Le géant demande s'ils sont venus la chercher, mais le garçon la rassure. Il dit qu'ils en veulent à lui et sa fille demande si elle peut les manger. Le chef de groupe ordonne à ses hommes d'attraper le garçon, et il ne réagit pas. Avec un sourire, le jeune homme commence à courir et dit à sa fille de s'enfuir avec lui. Le géant trouve la poursuite amusante et lui demande de l'attendre. Le groupe les poursuit dans la rue et dit que le garçon est très rapide pour s'échapper. Fatigué de courir, il dit que la poursuite est sans fin et décide de se diriger vers les toits. Sa fille est d'accord et l'entoure d'une aura bleue pour l'aider à s'élever. D'un seul bond, le garçon s'envole vers le toit d'un bâtiment et le groupe est choqué. Ils réalisent qu'il est un joueur et sont surpris de le voir voler. Le garçon atterrit sur le toit et se prépare à ce qui va suivre. Il réalise que les hommes sont normaux et non des laquais du patron du marché. Avec un sourire, il comprend qu'ils ont vu l'échange et qu'ils veulent les cristaux. Du haut du bâtiment, il les appelle et leur demande s'ils veulent les cristaux. Les hommes sont furieux et lui disent de ne pas jouer avec eux. D'un bond, le garçon et sa fille s'enfuient et laissent le groupe derrière eux. Soudain, l'un des hommes est touché par une attaque et le garçon est surpris. Un nouveau groupe de joueurs apparaît et le jeune homme ne les reconnaît nulle part. Il se demande qui ils sont et pourquoi ils en veulent aux cristaux de monstres. Un des hommes s'approche et se présente avec un sourire très amical. Il dit qu'il est de la vieille compagnie noire et demande au garçon de faire ce qu'il dit. Le jeune homme se demande ce qu'ils veulent de lui et sa fille dit qu'elle veut déjà manger. Sur une place, une femme en robe demande à la foule où sont ses amis. Avec un sourire, elle dit que tout le monde ici est son ami et utilise sa compétence. Une aura violette entoure la femme et elle semble contrôler les gens. Les yeux de tout le monde deviennent violets et ils se tournent vers la femme comme des zombies. La femme se tourne alors vers la foule et les regarde avec un regard très sinistre. Elle demande si quelqu'un a vu ses amis et montre une photo de quelques monstres. Un des monstres qu'elle recherche est le géant qui est avec le garçon en ce moment. Elle dit que ce sont ses meilleurs amis et les gens restent en transe. Avec un regard froid, elle ordonne à tout le monde de chercher leurs amis dans la ville. Pendant ce temps, l'avocate reçoit un appel et dit qu'elle se rend à l'endroit maintenant. Elle court dans les rues mais remarque que les gens sont immobiles et ne bougent pas. L'avocate est entourée par la foule et ne comprend pas ce qui se passe. Soudain, elle sent quelqu'un la regarder et est en alerte face au danger. L'avocate réalise qu'elle est surveillée par la femme en robe rouge. Elle trouve la femme belle et est surprise de la voir marcher vers elle. Avec un sourire, l'avocate décide de la saluer d'une manière très amicale. La femme en robe la fixe avec un regard sinistre et continue de s'approcher. Soudain, l'avocate se téléporte et la femme est confuse. La jeune fille réalise qu'elle doit se rendre au quartier général et ignore la femme. La femme en robe réalise qu'elle a trouvé des informations sur un de ses amis. Elle décide alors d'être gentille avec l'avocate pour obtenir ce qu'elle veut d'elle. Pendant ce temps, le garçon se présente comme un vendeur et dit qu'il n'a pas de bons articles. Avec un sourire nerveux, il dit qu'il peut révéler où il se procure ses marchandises. Un des hommes se fâche et s'avance pour attaquer le garçon avec un coup de poing puissant. Le jeune homme parvient de justesse à esquiver le coup et est surpris par sa force. Avec les mains levées, il demande à tout le monde de se calmer et de parler, mais l'homme n'écoute pas et continue d'attaquer sans s'arrêter une seconde. Le garçon dit qu'il révélera où il se procure les articles et le géant trouve tout cela amusant. Le chef de groupe trouve le jeune homme intéressant et réalise qu'il n'est pas normal. Avec un sourire, il dit à ses hommes d'attaquer le garçon sans pitié. Le géant est confus par l'ordre et les hommes s'avancent pour attaquer, mais le garçon esquive tous les coups avec facilité et les provoque. Le chef s'approche alors et demande s'il connaît le joueur rapide. Le garçon est surpris par la question sur le joueur rapide et ne comprend pas pourquoi. Un écran système apparaît alors et révèle que le joueur rapide est en fait son titre. Soudain, une aura bleue l'entoure et il crie de douleur dans sa main en s'interrogeant sur le bonus. Le chef le soulève dans les airs et révèle qu'il recherche le joueur rapide avec l'identifiant gardien. Avec un sourire maléfique, le chef demande si le garçon sait où il se trouve. Avec une aura bleue, le chef soulève notre héros et lui dit de se dépêcher et de dire tout ce qu'il sait. Il tend ensuite sa main et promet de laisser le garçon vivre s'il coopère et lui dit ce qu'il veut. Le jeune homme demande pourquoi il recherche le gardien et le chef révèle que c'est pour le secret des donjons. Avec un sourire maléfique, notre protagoniste trouve l'attaque très faible et décide de jouer à leur jeu. Soudain, le géant apparaît derrière l'homme et demande ce qu'il fait avec son papa. La fille monstre montre son visage effrayant, mais le chef l'ignore et insiste pour que le jeune homme lui dise tout. Puis une aura verte entoure notre héros et il crie à tout le monde d'arrêter cela immédiatement. Flottant dans les airs, le garçon regarde sa fille qui semble très confuse par toute la situation. Le chef du groupe est choqué par la scène et le géant appelle son papa sans rien comprendre. Le chef le pointe du doigt et demande ce qu'il a fait et un des hommes le traite de frimeur, mais les autres hommes de main remarquent quelque chose d'étrange et pointent le visage du jeune homme. Assez effrayé,
La géante le serre alors dans ses bras et appelle son papa et le garçon dit que tout va bien pour lui maintenant. Il s'excuse parce que cela a presque révélé sa fille et dit qu'il n'aime pas parler de ce joueur. Le chef se fâche de la réponse et dit que le jeu est terminé et que le combat sera réel. Avec cela, les hommes utilisent l'amplification magique pour augmenter leur pouvoir de combat. Avec un regard furieux, le chef ordonne à ses hommes d'achever le garçon une fois pour toutes. Sans hésitation, le groupe avance à grande vitesse vers le jeune homme pour l'attaquer avec tout ce qu'il a. Notre héros réalise qu'ils ont utilisé un coup de pouce de vitesse et trouve la capacité assez problématique. Une alerte de faim apparaît et votre fille se plaint, mais le jeune homme lui demande de patienter encore un peu. Puis il fait face à l'un des hommes et réalise qu'il doit vite trouver de la nourriture pour sa fille. Le garçon est surpris par la vitesse de l'homme, mais parvient à esquiver le coup de justesse. L'attaque est si rapide que le jeune homme est projeté en arrière sans avoir la chance de réagir au coup. Entouré d'hommes, il se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de s'échapper et décide de se battre sérieusement. Avec plusieurs yeux sur son visage, il crée une sphère d'énergie et dit que maintenant c'est plus facile. Il lance alors une attaque spirituelle qui frappe tous les hommes en même temps. Le chef est choqué et les autres ne peuvent pas bouger car leur corps n'obéissent pas. Mais le garçon ressent les effets secondaires et se rend compte que sa fille est sur le point de mourir de faim. Il s'approche alors du boss et exige qu'il lui remette un objet de monstre. Avec un regard furieux, le chef dit au jeune homme de ne pas croire que la bataille est terminée. Puis le boss active un cercle magique et se prépare à utiliser une compétence puissante. L'attaque impressionne le protagoniste qui reconnaît la puissance de la capacité du boss. Avec un sourire, il demande de l'aide à sa fille et dit que le chef a beaucoup de nourriture pour elle. Excité par l'idée, la géante s'avance pour aider son père dans la bataille contre le groupe. Le chef se moque alors du garçon et lui demande s'il a enfin retenu la leçon. Mais la géante bloque l'attaque avec sa main et le jeune homme la remercie de son aide. La situation étant réglée, il interroge le chef sur les objets de monstres qu'il possède. Avec un sourire, il prévient que s'ils n'ont rien, ils mourront tous sur place, tombés au sol. Le chef dit qu'il a des objets et supplie le jeune homme de ne pas l'éliminer. Le garçon ramasse un bras de monstre et dit que c'est un objet coûteux et demande s'il peut le garder. Votre fille dévore alors l'objet et le système vous informe que son niveau de faim se rétablit. Le chef du groupe est terrifié par la scène et craint que le garçon ne les élimine. Avec un sourire, le jeune homme dit qu'ils offrent 6 millions pour des informations sur le joueur. Le chef confirme la valeur de notre héros, prétend ne pas avoir d'informations à ce sujet, mais il ne veut pas éveiller les soupçons et dit qu'il méprise le mystérieux joueur. Avec des gouttes de sueur qui coulent, le boss demande pourquoi il le déteste autant. Avec son visage corrompu, il révèle que son apparence est de la faute du joueur rapide. Pointant ses yeux, il demande si le chef veut aussi un bonus égal au sien. Terrifié par l'idée, le boss le nie immédiatement et recule de peur du garçon. Soudain, votre téléphone portable sonne et le chef reçoit une convocation d'urgence. Notre protagoniste s'approche pour regarder et se rend compte que c'est pour tous les joueurs. Une lumière rouge apparaît dans le ciel et le chef se demande ce qui s'est passé dans la ville de Jeteron. Le jeune homme trouve la situation intéressante et décide d'y aller avec eux pour voir ce que c'est. Avec un sourire, il se tourne vers le chef et demande s'il y a un problème avec ça. Le boss le nie immédiatement et dit que ce serait un honneur d'avoir le garçon avec eux là-bas. Ailleurs, le maire de la ville regarde une fissure s'ouvrir dans le ciel au-dessus de la ville. Il dit qu'il n'est pas encore temps d'évacuer car la situation est sous contrôle. Contrairement aux autres fois, ils ont maintenant un groupe de joueurs forts pour se battre. Notre héros analyse la faille et pense qu'il s'agit d'un donjon incomplet ou à grande échelle. Soudain, sa fille apparaît derrière lui et l'appelle papa d'une voix très calme. Avec un sourire effrayant, la géante dit qu'elle sent la famille à proximité. Surpris, il se demande si sa fille a vraiment une famille quelque part. Il interroge la géante et elle confirme qu'elle sent la famille venir de cet endroit. Le jeune homme trouve tout cela intéressant et décide d'enquêter sur l'ordre de réunion pour en savoir plus. Le chef s'approche et dit que la situation dans le donjon est différente des informations dont il dispose. Selon les données, le donjon a le pouvoir d'anéantir tout, mais il ne ressent pas cette force. Le gars demande si c'est normal de divulguer des informations et le boss lui sourit. Il dit que c'est une façon de s'excuser pour le manque de respect qu'il a montré auparavant et le jeune homme accepte. Dans ses pensées, il se souvient que 2 donjons de niveau B sont apparus dans sa vie passée. L'un d'eux était dans la ville de Néruse et l'autre à Guetchin où il se trouve maintenant. Le chef du groupe le félicite pour ses connaissances et se présente comme un Kutsu au garçon. Un Kutsu dit que l'entreprise a également investi dans certains des joueurs qui sont présents là-bas. Une fille de niveau B aux cheveux roses nommée Aura apparaît, attirant l'attention de tous. Avec un sourire et un signe de la main, elle salue le groupe et semble très amicale avec eux. Avec un sourire, Akatsu dit qu'ils ont investi en elle et le jeune homme semble très intéressé. Il se souvient que la fille est la future star de Sekido et se demande si tout le monde là-bas est fort. Akatsu offre ensuite un investissement au garçon et dit qu'il sera le bienvenu dans l'entreprise. Avec un sourire, le jeune homme dit qu'il va y réfléchir, mais dans son esprit, il refuse à cause de sa fille. Soudain, un garçon blond s'approche de lui et lui demande s'il est aussi un joueur. Avec un sourire, il dit que son équipe est pleine de belles filles et vous invite à être une chaise. Le jeune homme ne comprend rien et se demande de quoi diable parle ce type.
Akatsu demande ce qu'il fait et le blond dit qu'il essaie de recruter le garçon. Notre héros se souvient que le garçon blond est connu comme l'émissaire déchu. Avec un sourire, il demande si le jeune homme ne veut pas se faire marcher dessus par Hara et le qualifie de chanceux. Soudain, une fille aux cheveux roses arrive et appelle le capitaine blond et le trouve très ennuyeux. Se pointant du doigt, il demande si elle sait qui il est et a l'air assez offensé. Fatiguée de la scène, la fille met sa main sur son visage et soupire de façon très dramatique. Avec un regard furieux, elle menace le capitaine et lui dit d'arrêter avec les bizarreries. Mais le blond semble aimer la menace et lui demande de le refaire et le jeune homme est choqué. La fille s'excuse pour son comportement et dit que le garçon n'est pas bien dans sa tête. Puis elle demande ce qu'il voulait avec notre protagoniste et s'il l'a invité dans l'équipe. Avec un sourire, il confirme et dit qu'il sent un grand potentiel venant du jeune homme. Une aura rouge entoure notre héros et sa fille, laissant la fille rose assez surprise. Elle est surprise par la scène et dit au capitaine qu'il doit se moquer d'elle. Akatsu conseille alors à notre héros de rester à l'écart de cet homme pour sa sécurité. Soudain, sa fille l'appelle et il se tourne pour voir ce qu'elle veut à ce moment-là. La géante dit alors qu'elle a trouvé le parfum de famille qu'elle cherchait auparavant. Le garçon est surpris et se demande si l'odeur vient de l'étrange capitaine blond, mais il rejette rapidement l'idée et essaie de comprendre d'où vient l'odeur familière. Il reconnaît alors une personne de dos et se rend compte qu'il l'a déjà vue quelque part. Quand il se retourne, il voit que c'est Mickey, l'avocate qu'il a sauvée dans le donjon de la forêt noire. Il décide d'éviter les gens qui le connaissent et s'éloigne de l'avocate pour ne pas être vu. Votre fille tire sur sa manche et semble très excitée par quelque chose. Soudain, une femme en robe rouge et parapluie passe près d'eux avec un sourire. Le géant l'appelle papa et montre la femme du doigt, mais il ne comprend pas pourquoi. Le garçon regarde et ne voit rien d'inhabituel et sa fille lui demande s'il ne voit pas. Avec un regard sinistre, la femme en robe dit qu'elle a trouvé qui elle cherchait. Avec un sourire, il accepte d'accompagner le groupe et prend la main de sa fille pour qu'ils puissent y aller ensemble. Le maire de la ville apparaît sur un grand écran et se présente à tous les joueurs présents. Il dit que le donjon est une menace pour la ville et qu'il faut l'arrêter avant qu'il ne soit terminé. Le chef de groupe est choqué d'apprendre que le donjon est de niveau C et non de niveau B comme avant. Notre héros trouve le donjon facile à explorer et se prépare au défi. Le capitaine blond regarde la jeune fille aux cheveux roses avec un sourire très confiant. Le maire appelle ensuite tous les joueurs à unir leurs forces et à se battre pour la ville. Avec un sourire sur son visage, il demande comment ils répondront à l'appel à la bataille. Tout le monde est transporté vers le donjon au niveau de la mer qui ressemble à un royaume de contes de fées. Akatsu dit à tout le monde d'être vigilant et de ne laisser passer aucun mouvement suspect. Notre protagoniste utilise son pouvoir dans ses yeux et commence à analyser l'endroit pour détecter les dangers. Il se rend compte que l'endroit est sûr, mais sa fille indique qu'il y a un danger à proximité. Le géant se comporte étrangement depuis qu'ils sont arrivés là-bas. Soudain, une boule de feu est lancée vers le groupe et une énorme explosion se produit. Akatsu crie qu'ils sont attaqués et tout le monde se met en état d'alerte. Il ordonne à tout le monde de passer en mode combat et dit qu'il va créer une opportunité de contre-attaque. Mais une autre boule de feu arrive vers lui et notre protagoniste la repousse. Le jeune homme contre alors l'attaque avec son énergie et le chef est impressionné par la force tombée au sol. Akatsu remercie le garçon de l'avoir sauvé de l'attaque surprise. Avec un regard sérieux, notre héros prévient que les méthodes normales ne fonctionneront pas là-bas. Il avance ensuite au combat et se rend compte que l'ennemi s'approche d'eux. Du milieu de la forêt, un mystérieux chasseur apparaît et dit qu'il a trouvé une proie. Notre protagoniste reconnaît le monstre comme un chasseur de randée et s'inquiète. Avec un sourire maléfique, le chasseur dit qu'une proie agitée est sa préférée. Il se prépare ensuite pour la chasse et une aura de puissance entoure complètement son corps. Avec ses armes, le chasseur lance une attaque de balles d'énergie vers le groupe. Notre protagoniste se rend compte du danger et se prépare au pire. Sa fille demande alors si elle peut dévorer ses ennemis et il répond oui. Avec une aura rouge, le géant utilise sa capacité et crée plusieurs tornades d'énergie. Avec un sourire, elle semble apprécier la bataille et lance son attaque. Le chasseur est surpris par la contre-attaque et ne peut pas réagir à temps. Il est durement touché par les tornades et cris de douleur à cause de la puissance du coup. Avec une énorme explosion, le monstre est complètement vaincu par le géant. Akutsu félicite le garçon pour sa victoire et dit qu'il a contré l'attaque de l'ennemi. Notre protagoniste ne comprend rien et regarde Akutsu avec une expression confuse. Avec un sourire, le géant dévore le monstre et le jeune homme dit qu'il va le faire. Akutsu dit qu'il ne peut pas se comparer à lui et le laisse garder les restes du monstre. En regardant le château, il demande au jeune homme ce qu'il devrait faire ensuite. Le garçon pense que l'état de sa fille est instable et qu'explorer la forêt est un risque. Il décide de rencontrer d'autres équipes parce que quelqu'un doit connaître la route vers l'endroit. Akutsu est d'accord avec l'idée et dit qu'ils doivent bien prendre soin du jeune homme. Dans ses pensées, il sait qu'il doit établir de bonnes relations avec le garçon. Ailleurs, le patron d'Akatsu lui dit de surveiller notre protagoniste. Le patron dit que le jeune homme connaît son secret et que ce n'est que temporaire. Akutsu demande alors s'il doit prévoir d'éliminer le garçon et le patron met en doute sa capacité. Il dit que le jeune homme en sait trop et que son travail consiste à découvrir qui est derrière lui. Avec une aura rouge, le patron menace Akutsu et dit qu'il sera mis au rebut s'il est inutile. De retour en ville,
la faille du donjon commence à devenir active et plus instable. L'assistant du maire prévient qu'il y a une nouvelle activité dans la faille et demande un rapport. Elle informe que 6 équipes de 10 personnes travaillent à nettoyer le donjon. La situation est sous contrôle, mais il y a déjà eu des morts pendant la mission. Soudain, l'avocate Mickey apparaît et appelle le maire et son assistante Jenna. Avec un regard déterminé, elle demande à être conduite dans le donjon pour aider. Le maire le nie et dit qu'elle est une ressource précieuse et qu'elle devrait être en attente là-bas. Dans son esprit, l'avocate sait que notre héros est dans le donjon et craint un incident. Elle décide d'utiliser l'histoire de Lucas pour mettre en garde contre un éventuel imposteur dans le donjon. L'avocate prévient que le boss pourrait subir un changement et que le donjon pourrait apparaître plus tôt que prévu. De retour au donjon, le capitaine Blond demande si Ra a découvert quelque chose sur l'endroit. Assise dessus, la jeune fille se plaint que son dos est à sa limite et les autres rient de la scène. Avec un regard furieux, elle dit au capitaine de se taire et lui rappelle qu'il l'a demandé. Elle se concentre ensuite et active sa capacité de détection pour chercher quelque chose. Des vagues d'énergie rose se répandent dans la forêt à la recherche de ce qu'elle cherche. Votre capacité trouve un groupe de chasseurs cachés dans les arbres de la forêt. Avec ses yeux brillants, elle lance une attaque spirituelle pour les éliminer tous en même temps. L'attaque rose frappe durement les chasseurs et ils crient de douleur à cause du coup. Allongé sur le sol, l'un des chasseurs se demande ce que diable était cette attaque. Une des filles demande si elle va bien à Rara, dit qu'elle a besoin de se reposer un peu. Elle dit qu'elle a utilisé beaucoup de puissance et que l'endroit a une sensation différente de d'habitude. Tenant un lapin en peluche, elle dit qu'elle veut se dépêcher et voir sa sœur. Dans son esprit, elle se souvient d'une petite fille qui lui a offert le lapin en cadeau. La jeune fille dit que son papa lui a appris à fabriquer les lapins et demande si Roa va bien. Dans son imagination, elle voit la petite fille et la femme en robe ensemble avec un homme. Avec un sourire maléfique, l'homme dit qu'il les a trouvés en premier et qu'ils sont à lui de retour à la réalité, irrité par le souvenir et semble très déterminé à se battre. Avec un regard furieux, elle dégaine son épée et se prépare pour la bataille à venir. Avec une aura rose, elle dit qu'elle est maintenant à pleine puissance et dit au groupe d'avancer. Le capitaine Blond se moque de la scène et se demande qui est le vrai chef de l'équipe. Ailleurs dans la forêt, la femme en robe rouge flotte sur une énergie sombre avec une aura violette. Elle avance et semble chercher quelque chose ou quelqu'un à proximité. Elle dit qu'elle est de retour et que le prix était élevé, mais que ça valait le coup. En regardant sa robe, elle se plaint que ses vêtements soient en désordre après tout. Elle tombe ensuite sur un groupe de joueurs vaincus au milieu de la forêt. Avec un sourire maléfique, elle tend la main vers les corps allongés sur le sol. Une énergie violette entoure les joueurs et ils commencent à se relever lentement. L'un des hommes se réveille et la femme demande s'il n'est pas déjà mort à ce moment-là. Grâce à son pouvoir, elle ressuscite tous les joueurs et les invite à rencontrer ses amis. Soudain, elle s'arrête et regarde sur le côté comme si elle avait senti quelque chose à proximité. Une énorme explosion se produit et la femme est surprise par ce qu'elle voit. Un groupe de joueurs apparaît et réalise que les ennemis sont très forts et puissants. Un mystérieux chasseur dit qu'il est temps de chasser et ses compagnons apparaissent. Le capitaine chasseur de Rance se présente et demande qui sera le prochain à mourir. Il avance ensuite vers un joueur et l'attaque avec son arme sans pitié. Avec une énorme explosion, le joueur est complètement vaincu par le capitaine chasseur. Avec un regard de haine, il se tourne et cherche sa prochaine proie à chasser. Terrifié par la scène, l'un des hommes se retourne et voit une silhouette derrière lui. Notre héros lui dit de se calmer car comparé à sa fille, ce n'est rien. Avec le géant dormant sur son dos, il espère qu'elle se réveillera bientôt pour l'aider. Le chasseur dit qu'ils n'ont pas de chance d'avoir croisé son chemin cette nuit-là. Soudain, une nouvelle créature apparaît et attaque le capitaine chasseur sans avertissement. Les chasseurs disent que la petite créature a perdu patience et qu'ils seront son dîner. Akatsu demande quoi faire et notre héros lui dit de se concentrer sur le chasseur principal. Le chasseur dit à la créature de manger autant qu'elle le souhaite et lui ordonne d'attaquer sans pitié. Avec des yeux rouges brillants, le monstre ouvre la bouche et se prépare à attaquer. Avec une force incroyable, la créature commence à aspirer tout ce qui se trouve devant elle. Notre protagoniste ordonne à Akatsu de viser la bouche du monstre pour essayer de l'arrêter. Mais Akatsu est attiré dans les airs et réalise qu'il ne peut pas utiliser son pouvoir spirituel. Sans autre option, notre héros décide d'utiliser son atout dans sa manche pour résoudre la situation. Il transforme son épée en arc et se prépare pour une attaque puissante. Avec une flèche d'énergie verte, il frappe le monstre de plein fouet et le fait reculer. La pression du vent est si forte que le jeune homme est projeté en arrière par l'impact. Soudain, une femme en robe rouge le serre dans ses bras et le salue. Notre protagoniste ne comprend rien et se demande qui est cette femme. Le capitaine chasseur est irrité par l'interférence et la femme le regarde avec mépris. Le jeune homme réalise que les chasseurs sont toujours en vie et se prépare au combat. Furieux, les chasseurs avancent vers la femme et la traitent d'empotée. Elle propose alors d'éliminer les chasseurs pour notre protagoniste sans hésitation. Avec un regard déterminé, la femme dit qu'elle fera tout ce que le jeune homme demandera. Notre héros est surpris par son attitude et se demande si elle fait référence à sa fille. Avec un sourire, il réalise qu'il peut utiliser la femme pour vaincre les chasseurs. Il lui demande alors de s'occuper des chasseurs et la femme accepte volontiers. Elle se présente comme Andol, membre de l'association des opérations,
et espère bien s'entendre avec lui. Avec une attaque d'énergie violette, la femme élimine l'un des joueurs qu'elle a réanimé. Les autres joueurs réanimés sont confus et sont ensuite éliminés. Le chef des joueurs réanimés l'appelle une amie et demande comment il peut l'aider. Avec un sourire maléfique, la femme regarde les joueurs et les appelle amis. Elle leur demande ensuite de s'occuper des autres compagnons et ils obéissent immédiatement. Le capitaine chasseur ordonne à ses hommes de se retirer et de se préparer au combat. L'un des joueurs réanimés attaque un chasseur et crie de douleur à cause du coup. De retour dans la ville de Jetserin, le maire marche inquiet de la situation. Il sait que l'avocate Mickey est également entrée dans le donjon et espère que tout se passera bien. Soudain, votre assistante Jenna arrive en courant et dit qu'elle a des nouvelles graves. Elle révèle que les joueurs enregistrés comme morts, tous réanimés en même temps. Le maire est choqué par la nouvelle et n'arrive pas à croire ce qu'il entend. De retour dans le donjon, les joueurs réanimés attaquent les chasseurs et les appellent amis. Le capitaine chasseur est entouré par les joueurs réanimés et les appelle amis. La femme en robe rouge accueille les nouveaux amis qu'elle a réanimés. Notre protagoniste se demande si les joueurs réanimés sont réellement vivants. Avec un sourire maléfique, la femme confirme qu'ils sont vivants parce qu'ils sont amis. Akatsu et son groupe réalisent que la femme a le pouvoir de manipuler les morts. Notre héros se tourne vers Akatsu et fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle. Avec une goutte de sueur, il réalise que le groupe ne peut pas voir la femme. La femme propose alors de l'aider avec tout ce dont il a besoin. Il demande pourquoi lui seul peut la voir et ce qu'elle a fait de ses hommes. Avec un sourire, elle dit qu'elle n'a rien fait et propose de faire de tout le monde ses amis. Notre protagoniste refuse l'offre et la femme se met à rire de sa réaction. Il ne comprend pas ce qu'elle veut et demande s'il y a quelque chose qu'elle veut de lui. Avec un sourire, la femme dit qu'elle a déjà ce qu'elle voulait de lui à ce moment-là. Elle s'approche et dit que ce qu'elle veut, c'est l'amitié de notre protagoniste. Avec un regard séduisant, elle dit que l'amitié est la chose la plus importante qui soit. Notre héros est content de la proposition mais réalise qu'il est devenu une marionnette. Soudain, votre fille bâille et semble s'être réveillée d'un profond sommeil. Avec un sourire, elle dit que son ventre est plein et le garçon est content qu'elle se soit réveillée. La femme en robe s'approche et salue le géant de manière très amicale. Sa fille répète la salutation et notre protagoniste est surpris par la réaction. Il se souvient de la femme sur la place et réalise qu'elle faisait référence à une nouvelle rencontre. Akatsu demande quoi faire et s'ils doivent se diriger vers la forteresse en face d'eux. Le garçon sait que l'état de sa fille est encore instable mais ne s'inquiète pas pour sa sécurité. Il craint qu'un groupe de Kutsu ne soit anéanti s'il avance sans plan. Selon les rumeurs, il y a 4 chevaliers très forts dans le château de ce donjon. Il décide alors d'utiliser la femme en robe rouge pour les aider à nettoyer le château. Avec un sourire, il s'approche d'elle et lui demande de les guider jusqu'au château. La femme accepte la demande avec plaisir et dit que tout le monde devrait aider aussi. Le groupe avance ensuite vers le château en suivant la femme en robe rouge. Avec des corbeaux qui volent au-dessus d'eux, le château a l'air très effrayant et dangereux pour tout le monde. L'architecture gothique du château imprègne l'air d'un sentiment de peur et de mystère. À l'intérieur du château, des piles de pièces d'or et de bijoux brillent dans tout le hall. À une table de casino, plusieurs monstres ressemblant à des loups jouent aux cartes. Soudain, un loup-garou géant et un petit chaperon rouge apparaissent et attirent l'attention. Le système révèle que les deux sont des monstres de niveau tarte à la mer et ont l'air assez dangereux. Avec un sourire, le loup-garou dit que le pigeon numéro 1 est déjà entré dans leur château. Il révèle que l'équipe numéro 2 a été éliminée et que l'équipe numéro 3 a mystérieusement disparu. Avec l'arrivée de l'avocate Mickey, le loup-garou dit qu'ils ont maintenant 5 pigeons. Notre protagoniste est le pigeon numéro 4 et le loup-garou décide de parier sur lui. Avec un regard maléfique, il dit que celui qui gagne le pari aura des droits sur l'équipe humaine. Le loup-garou crie que le gagnant du pari obtient le cerveau de l'humain et dit à tout le monde de parier. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.